Considéré comme le premier instigateur du surréalisme en Belgique, compagnon de Magritte et du compositeur Paul Souris, Paul Nouget se fait très discret pourtant dans les manuels d'histoire littéraire ou d'histoire de l'art. La parution de ses œuvres complètes aux éditions Alia est l'occasion de nous rapprocher de ce personnage aussi essentiel que méconnu. C'est Nicolas Bogart et son invité Gérard Bérébi qui vont tout nous dire. 13h30, 14h30, sur la première. Un jour dans l'histoire. Poète, écrivain et polémiste, Paul Nouget s'est toujours refusé à la tentation de l'œuvre littéraire et de la posture d'écrivain, d'où son absence relative de nos mémoires et de nos manuels. Alors il y a une entreprise aujourd'hui inédite au Palais des Images, Les Spectres sont rois, c'est le titre, qui restitue l'ensemble des écrits de Paul Nouget, publiés de son vivant entre 1922 et 1967. L'occasion pour vous, Nicolas Bogart, de retracer avec Gérard Bérébi, qui a supervisé cette édition, le parcours du premier théoricien du surréalisme belge. Oui, Laurent, absolument. Alors, Paul Nouget est un personnage assez inclassable. Il est né en 1895 de père français d'origine charentaise et d'une mère belge. Toute sa vie, il a été biochimiste, laborantin, mais aussi poète surréaliste. Paul Nouget est aussi donc l'un des fondateurs du Parti communiste en Belgique. C'était une époque où il y en avait encore un. Alors, il travaillera dans le mouvement surréaliste avec Magritte, Marcel Marine, Louis Kuttner. Il fera la connaissance d'Aragon, de Breton, de Paul Éluard. Il rejoint le mouvement surréaliste en 1924 avec la revue Correspondance où il collabore avec Camille Goumans ou encore Marcel Lecomte. Juste avant de retrouver Gérard Bérébi, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview rare de Paul Nouget. C'était au micro du journaliste de la RTB Christian Bussy et c'était aux alentours de 1963. Correspondance, c'était au fond surréaliste, c'est des tracts de fond qui étaient surréalistes, presque avant la lettre, avant le contact avec les surréalistes français, et avant le nom, l'expression même surréaliste. Paul Nouget est né non pas au siècle dernier, mais au siècle d'avant, à la toute fin du 19e, c'est-à-dire qu'il est né en 1895. Il est né à Bruxelles. Il a été au lycée à Bruxelles, c'est là qu'il a fait ses études et il devient biochimiste et chimiste et il a travaillé pendant plus de 40 ans dans un laboratoire à faire des analyses et toutes sortes de choses qu'on fait quand on est chimiste dans un laboratoire. Mais on avait une tête en la personne de Paul Nouget tout à fait particulière, c'est-à-dire une attirance littéraire fondatrice chez lui, mais doublée d'une préoccupation politique extrêmement avancée. Il faut rappeler, parce que peu de gens le savent, c'est qu'à l'âge de 24 ans, en 1919, Paul Nouget est l'un des membres fondateurs du premier parti communiste belge, et ses aspirations politiques ne l'ont jamais quitté. Quand il travaillait comme chimiste, il avait pris l'habitude de fabriquer des petits objets en verre. Et il y a une petite anecdote, moi, qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire qu'il y a une dimension ludique permanente chez Nouget, une ironie assassine, et il offrait ces petits objets en verre à ses amis. Et il a envoyé un petit cadeau à André Breton, par exemple. Paul Nouget prend un bocal en verre, puisqu'il travaille dans un laboratoire, met un produit de conservation et envoie à André Breton une sangsue. Ce qui est à la fois très amusant, c'est un joli objet, etc., mais en même temps qui anticipe un peu la figure d'André Breton. Comment Paul Nouget entre en littérature, pour quelles raisons? C'est lié à son adhésion au surréalisme, au marxisme-léninisme. Ses écrits sont assez conséquents, la somme que vous publiez aux éditions Alia en témoigne. Alors cette œuvre est répartie évidemment dans plusieurs publications, correspondances, des revues. Tout commence en 1924 avec la création de la revue Correspondance, qui a été créée avec Camille Goumans et Marcel Lecomte. L'année suivante, en 1925, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, il rencontre Breton et Aragon. Et à ce sujet, je peux vous raconter une anecdote de la rencontre entre Français et Belges, parce qu'il y a quand même une distinction de contenu, mais il y a, une distinction de forme, c'est-à-dire ce sont deux approches de la vie qui sont complètement différentes. En quoi sont-elles différentes exactement? Eh bien, je vais vous donner un exemple qui va illustrer cette différence. Les premières réunions entre Belges et Français, entre surréalistes,
furent passablement orageuses. Nouget aimait raconter la première arrivée de Breton et Aragon à Bruxelles, et ils s'étaient réunis dans le bar de l'hôtel où étaient descendus les Français. La discussion s'envenime, en tout cas le ton montait, et Aragon, avec l'impétuosité qu'on lui connaît, s'écrie « N'oubliez pas que vous êtes en notre pouvoir et que vous ne sortirez d'ici que si nous le voulons bien. » Et là, Nouget répond, parce qu'il n'était pas du tout impressionné par l'impétuosité d'Aragon, et il fonce sur lui. Et à ce moment-là, Aragon lui dit « C'est une image de style. » C'est-à-dire que tout est dans la rhétorique. Et quand on met la rhétorique au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'on finit dans la pose et l'inconséquence. Et pour moi, l'attitude des surréalistes français, puisqu'on est contraint à cette séparation entre surréalistes français et surréalistes belges, prend sa racine dans des contenus, c'est-à-dire que Paul Nouget avait le plus grand mépris pour l'écriture automatique, qui était une chose fondamentale dans la théorie surréaliste française, et il se distinguait aussi par la responsabilité politique et l'engagement dans le Parti communiste, qui est arrivé beaucoup plus tard chez les surréalistes français. Quelle est sa théorie du surréalisme, Paul Nouget? Comment le théorise-t-il? Comment le formalise-t-il? J'allais dire dans un premier temps par l'effacement et la disparition. Il proposait pour la génération à venir d'après le surréalisme, exégète, si vous vouliez y voir plus clair, rayez le mot surréalisme. C'est-à-dire que l'on a affaire à un écrivain, à un poète, à un penseur qui fait tout pour ne pas faciliter les choses et pour complexifier les choses. C'est-à-dire que c'était une époque où quand on était 2, on trouvait une idée, quand on était 3, on faisait une tendance dans le groupe, et quand on était 4, on commençait à exclure l'un des membres. Et c'était une époque où on n'était pas, me semble-t-il, dans la recherche du consensus, à gommer les aspérités pour nous rapprocher, mais pour mettre en relief les contradictions. Et cette politique de mettre en relief les contradictions et les différences me semble extrêmement productive intellectuellement et politiquement, c'est-à-dire que c'est mettre le doigt là où ça fait mal pour révéler un problème plutôt que s'asseoir dessus. De toute façon, le problème, il nous explosera à la gueule à un moment si on s'assoit dessus. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre aujourd'hui de Paul Nouget et de ses écrits qui sont très disparates. C'est-à-dire que ce sont de multiples... Il n'a quasi pas écrit de livre. Peut-être que son texte le plus long est la conférence de Charleroi ou son texte sur Magritte, sur lequel on reviendra certainement. Mais ce sont plein de prises de position de tous ordres, dans tous les domaines. Extrait ici d'une pièce pour piano d'Arnold Schoenberg en 1920. Nicolas Paul Nouget va être le touche-à-tout du mouvement surréaliste. Il va s'intéresser outre à la littérature, à la photographie, à la peinture, à la musique et surtout aussi au détournement littéraire. Oui, Gérard Bérébi l'a dit, l'œuvre de Nouget est disparate. Elle est surtout composite puisqu'il fonde et il crie dans des revues, des catalogues, parfois même ceux d'un fabricant de fourrure. Mais il n'a pas produit ni de grands traités, ni de livres appelés à marquer son époque. Il réalise, vous l'avez dit, des détournements, par exemple, lorsqu'en 1927, il détourne des exemples du manuel de grammaire célèbre à l'époque de Clarisse Juranville, illustré de 5 dessins de Magritte. Gérard Bérébi nous rappelle les faits. Pourquoi écrivez-vous? Paul Valéry répondait à cette question par faiblesse. Eh bien non, c'était plutôt au sens valérien du mot pour charmer, c'est-à-dire pour influencer, agir donc sur le lecteur éventuellement. Paul Nouget considérait que tout était déjà là. Il a fait avec le manuel de grammaire de Clarisse Juranville pour écrire un texte sur Magritte, c'est-à-dire qu'on prend un texte, on efface un mot, on en gomme un autre, et d'après la théorie du plagiat de Lautréamont, qui était une grande référence pour Paul Nouget, on en arrive à faire dire des choses que l'on veut dire à des choses déjà existantes en les malaxant, en les remuant comme on prépare un cocktail, et avec un œil pertinent, on arrive à sortir cela. Et ça a été une chose qui a permis à Paul Nouget de repérer des gens totalement inconnus dans les années 50, un groupe parisien
de lettriste, qu'il va amener à écrire dans la revue de Marcel Marienne, Les Lèvres nues, leur premier texte. Et ce sont des gens comme Wollmann, comme Guy Debord, comme Michel Bernstein, c'est-à-dire tout ce qui est devenu par la suite le mouvement surréaliste et la postérité à laquelle est parvenu le mouvement surréaliste. Mais déjà, au tout début des années 50, Nouget avait saisi, en voyant ces jeunes gens, l'importance qu'il y avait derrière ce qu'il faisait. Et de tout temps, il a été capable d'anticiper de cette manière-là. Et la grande affaire de sa vie, ça a été le détournement. Par exemple, il avait pris ce qu'on appelle un porno de gare, c'est-à-dire un roman pornographique qu'on achète à la gare avant de prendre le train, histoire de se divertir ou je ne sais quoi. Et il avait découpé ce livre-là avec des ciseaux. Et il avait enlevé des mots, des phrases. Et il avait fait un collage de l'ensemble et il en a fait un récit érotique de premier ordre. Et il adorait faire ça, c'est-à-dire, c'était aussi à la fois du respect pour les écrivains qu'il aimait, parce qu'il recopiait des pages entières des écrivains qu'il aimait, à la main, dans des cahiers, dans des carnets. Et il aimait tellement les livres, la littérature, les écrivains, qu'il considérait qu'il n'y avait plus rien à faire parce que tout a été fait. Mais en même temps, de façon très subversive à mes yeux, il entrait dans ces textes-là, les désosser, les détourner. Il a pris des textes de Paul Valéry, il a fait la même chose dans plein de domaines, et on arrive à des résultats assez étonnants, c'est-à-dire qu'il y a un style qui lui est propre, alors qu'il n'a pas écrit, il n'a que détourné. Et ça, je trouve que c'est, c'est jouissif. Est-ce qu'il est resté fidèle à cette ligne de conduite durant, on ne va pas parler de carrière évidemment le concernant, mais durant son parcours jusqu'à sa mort dans les années 60, est-ce qu'il est resté fidèle à cette phrase qu'il a écrite dans le tract qu'il a composé après sa rencontre avec Aragon, Breton et Éluard, la révolution d'abord et toujours? Est-ce qu'il est resté fidèle à cette idée-là? Absolument, absolument. Je suis convaincu que Nouget est resté fidèle à sa ligne de conduite, et la preuve pratique de cette fidélité, c'est qu'il s'est maintenu dans l'ombre en permanence jusqu'à sa mort. Un homme a joué un rôle très important dans la découverte de Paul Nouget, c'est Marcel Marienne. Marcel Marienne a récupéré tous les textes de Nouget, les a tapés à la machine, les uns après les autres. Et on a fait 2 volumes en 1956, c'est-à-dire une dizaine d'années avant la mort de Nouget. L'amitié de Nouget pour Marienne était certaine. Je dois dire que c'est peut-être à cause de cela que Nouget l'a laissé faire, et c'était toujours du bout des lèvres. Faites-le si vous voulez. Il ne s'y était jamais vraiment engagé, et heureusement que d'une certaine manière, Marcel Marienne l'ait un peu bousculé et réussi à publier ces 2 livres en 1956, Histoire de ne pas rire et L'expérience continue, sans quoi on aurait tout perdu. Et d'ailleurs, Nouget disait, d'où la beauté du titre qu'avait choisi Marienne, très modestement, j'aimerais un jour regarder en arrière et me dire que ma vie n'aura été qu'une expérience continue, c'est-à-dire c'est tout à fait programmatique. Et cette fidélité, on la retrouve jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a travaillé pendant plus de 40 ans dans le même laboratoire. Il n'y avait pas de recherche, de promotion sociale, d'argent, de gains à travers la littérature, c'est-à-dire une profonde morale qu'on devrait regarder un petit peu, parce que quand on voit le mouvement inverse qui s'est produit dans le milieu littéraire, avec l'appât du gain, de la notoriété, de la mise aux enchères comme un grand footballeur, c'est très bien que les gens gagnent de l'argent, de leurs plumes. Simplement, quand on voit comment la plupart se sont gâtés, peut-être qu'on devrait se tourner en arrière et regarder un petit peu quelqu'un comme Paul Nouget, mais il n'est pas le seul, mais il est assez représentatif, de la manière dont il a construit sa vie, de la manière dont il a, malgré lui, construit son œuvre et s'est bagarré avec son œuvre, c'est-à-dire que je t'aime moi non plus, c'est-à-dire je rentre dedans, je veux, je ne veux pas, j'écris mais je n'écris pas, je refuse d'être publié. Il y a quelque chose qui se joue qui peut-être redonne sa véritable noblesse à l'écriture.
Extrait des symphonies d'André Souris, compositeur belge, membre des surréalistes. André Souris, Nicolas, avec qui Nouget va beaucoup s'associer, tout comme avec Magritte. Oui, Paul Nouget aimait avec eux remettre en cause les automatismes de la pensée, de nos représentations, lors de la conférence de Charleroi, par exemple, qu'il donne en 1929 à propos de l'œuvre d'André Souris, ou encore entre décembre 1929 et février 1930 avec les fameuses 19 photographies en lien avec Magritte que Marcel Marienne publiera en 1968 sous le titre « La subversion des images ». Pour la conférence de Charleroi, au départ, c'était une conférence autour du musicien Pierre Souris. Et il parle de la musique, mais aussi avec toujours un arrière-plan. C'est-à-dire que quand Nouget écrit, il y a ce qu'il dit, que l'on comprend au premier niveau. Mais il y a surtout ce qui sous-tend ce qu'il est en train de dire et qui est une véritable remise en question, c'est-à-dire une déconstruction. Et à propos de la musique, il attaque la musique dans sa conception première telle que nous en avons hérité et montre que comme pour le reste, il faut la prendre, la malaxer, c'est-à-dire que rien ne doit être accepté comme une chose définitive. C'est-à-dire tout est toujours remis en question et nous devons, si nous voulons rester un peu civilisés, si je puis dire, nous remettre en question en permanence, quoi qu'on fasse. Et ça a été toute sa vie, tout ce qu'il a écrit, que ce soit à propos de la conférence de Charleroi, de Magritte, c'était toujours une remise en question de ce que j'ai déjà écrit pour dépasser ce que j'ai écrit et trouver autre chose par rapport à ce que j'ai écrit. C'est-à-dire, on n'est jamais dans le contentement de soi. Oui, c'est exactement l'essence de sa relation avec Magritte, qui va émailler tout son parcours dans les collaborations qu'ils ont établies entre leurs deux œuvres. Il écrit beaucoup, évidemment, avec Magritte, il écrit beaucoup pour Magritte. Il a fait aussi une série de Kodak qui sont en lien avec, donc en 1929-1930, avec l'œuvre de Magritte. Il y a cette remise en cause des automatismes de la pensée et des représentations. Alors, le lien était puissant et c'était une véritable rencontre parce que en dehors de la conférence de Charleroi, le premier texte important de Nouget est le texte qu'il a écrit sur Magritte, sur l'œuvre de Magritte. C'était aussi une relation passionnelle. Magritte a été très proche de Nouget et je dois dire qu'on est tout le temps, j'allais dire dans la plaisanterie, mais on est dans le 4e degré, c'est-à-dire qu'on se joue de tout et on est très sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Et Nouget avait cette force, si vous voulez, d'être d'une rigueur, d'une sévérité dans sa recherche, dans son travail, mais en même temps ne se prenait pas du tout au sérieux. Et la relation à Magritte fait que Nouget a écrit le premier texte, à mes yeux, qui a rendu Magritte un tant soit peu connu. Et c'est parce que dans leur démarche, aussi bien plastique chez Magritte que littéraire chez Nouget, mais qui n'était pas que littéraire, il y avait des atomes crochus. Et cette série de photos qui a été faite très tôt et a été révélée quelques décennies après par Marcel Marienne, qui avait toujours le don de dénicher les choses et de les mettre en avant, la série s'intitulait « La subversion des images ». Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la capacité anticipatrice de Nouget était extrêmement puissante, puisque nous voyons que la grande exposition qui a eu lieu à Paris, au Centre Pompidou, consacrée au surréalisme, s'intitule tout simplement « La subversion des images », c'est-à-dire c'est la reprise du titre de Nouget. Et quand, 50, 70 ans après, des choses font surface, sont reprises par d'autres, très longtemps avance et dans de nombreux domaines, Nouget avait tout compris. Et donc, en rentrant dans des textes qui sont très nombreux dans ce volume Au pays des images, les spectres sans roi, qui est un volume de 800 pages qui vient de sortir en librairie, c'est comme quelque chose qui est posé sur un ressort et qui ne vous laisse pas tranquille en permanence. La grande histoire de Paul Nouget, c'est que dans les nouvelles générations, ou disons francophones, disons-le clairement, l'homme et son œuvre, à mes yeux, sont totalement inconnus, à part pour 2 ou 3 passionnés ou rats de bibliothèque.
Mais il ne faut pas rendre seulement la postérité responsable de sa disparition. Paul Nouget, délibérément, a œuvré pour le silence. L'une de ses phrases, parce que les phrases de Nouget ont cette force de l'aphorisme programmatique, de la formule, comme le titre de l'ouvrage que nous avons publié, « Au pays des images, les spectres sont rois ». Mais ce que j'y vois, c'est que nous vivons, c'est un secret pour personne, dans une civilisation de l'image qui est présente partout. Et déjà à l'époque, Nouget anticipe et montre qu'autour de ces images, ça donne naissance à des spectres qui nous entourent et à une inquiétude, à un vide sur lequel on peut épiloguer sans difficulté. Et l'une des phrases les plus frappantes qui correspond à la disparition de Paul Nouget, c'est que déjà lui-même théorisait et disait « J'aimerais assez que ceux d'entre nous dont le nom commence à marquer un peu l'effacent. » C'est-à-dire que c'est un auteur qui théorise la volonté de ne pas laisser de traces, qui a une méfiance envers l'œuvre elle-même à l'égard de la littérature comme institution. Nouget reste trop peu connu dans la mémoire du surréalisme, mais c'est aussi logique. Il disait lui-même « Il nous est impossible de tenir l'activité littéraire pour une activité digne de remplir à elle seule notre vie. » Extrait encore des symphonies d'André Souris. Alors Nicolas, au Palais des Images, les spectres sont rois. C'est l'ensemble donc des œuvres de Paul Nouget rassemblées et éditées par Jacques Bérébi aux éditions Alia. Ce recueil peut contribuer à sortir Nouget de l'anonymat relatif dans lequel il est resté. Et en même temps, cet anonymat, c'était quelque part son souhait, parce que il est allé jusqu'au bout de son manifeste programmatique qui voulait que l'artiste, l'écrivain, renonce à son image et disparaisse dans l'ombre de son œuvre. C'est une leçon plutôt intéressante pour notre époque, mon cher Laurent. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas.